Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue au colloque Quel dialogue entre psychiatrie, psychologie clinique et psychanalyse qui organise le laboratoire Centre de recherche psychanalyse, médecine et société avec les mouvements Stop DSM, la section psychanalyse en psychiatrie de l'Association mondiale de psychiatrie et la Fédération internationale francophone de psychiatrie Alpha-Psy. Ces colloques est le résultat d'une longue préparation qui a duré 1 an et demi, étant donné qu'il devait avoir lieu initialement en décembre 2020 et a été reporté du fait de la pandémie. Je voudrais remercier vivement les membres du comité d'organisation, Joël Birman, Anissé Elamine Mery, Hervé Granier, Paul Lacaze, Patrick Landman, Céline Oscan, Aïda Silla, Dominique Tourès-Landman, Hachem Thial, Alain Vanier et Josiane Vidal pour avoir gardé la flamme tout au long de cette période difficile. Je remercie chaleureusement aussi tous les intervenants, dont certaines sont venus de loin, mais aussi les participants du colloque. C'est d'autant plus un plaisir de vous accueillir que nous avons mis du temps pour avoir à nouveau la possibilité de réaliser des colloques en présentiel. Entre-temps, nous avons appris à utiliser les modes hybrides, à la fois en présentiel et par visioconférence, pour la réalisation de colloques, mais cette modalité étant nouvelle, nous vous prions de nous excuser pour d'éventuels problèmes techniques. J'ai pourtant grande confiance à l'équipe de Langaz, qui fait la gestion de la visioconférence, et je le remercie. Pour éviter quelques problèmes techniques, je prie des personnes qui participent par visioconférence de formuler leurs questions et remarques par écrit, sur le chat. Ces colloques arrivent à point nommé d'une crise profonde pour la psychiatrie, la psychologie clinique et la psychanalyse. Crise qui est due, pour une part, au fait que la place de la psychanalyse est contestée ou même marginalisée au sein de la psychiatrie et de la psychologie clinique. Je ne vais pas entrer dans les détails de cette crise, car Patrick Landman va en parler, et entre autres, et puis elle va être développée tout au long de ces colloques. Il est donc crucial de prendre la défense de la psychanalyse dans cette conjoncture. Puis, ces lieux de l'Université de Paris, ex-Université Paris Diderot, est un choix d'autant plus justifié que Paris 7 est l'endroit où les DSS pour exercer la profession de psychologue clinicien, ainsi que les DEA pour entrer en thèse, ont été créés en 1968 par Juliette Favès-Boutonnaise, Jacques Gazet et Pierre Fédida. Ce diplôme a été reconnu par le ministère de la Santé en 1971, reconnaissance importante car elle signait de façon claire l'affiliation psychanalytique de ce diplôme. Le département d'études psychanalytiques est aussi un lieu privilégié pour la rencontre entre la psychiatrie, la psychologie et la psychanalyse, car plusieurs psychiatres psychanalystes exercent comme enseignants-chercheurs ou sont chercheurs associés du CRPMS, dont son ancien directeur, le professeur Alain Vanier, nous fait l'honneur de co-organiser ces colloques. Cet amphithéâtre porte le nom de Messier de Buffon, mathématicien, naturaliste et philosophe. Le style est l'homme même, disait Buffon, et Jacques Lacan ouvre, c'est la première phrase de ses écrits, par cette phrase de Buffon pour la rallonger. Le style est l'homme à qui on s'adresse. Voilà donc une question qui mérite peut-être notre considération. À quel homme voudrait-on s'adresser? Celui qui est l'homme moyen de statistiques qui n'existe pas, comme disait Lacan en 1974, ou l'homme dans sa singularité. Ce choix est important car c'est de l'homme à qui on s'adresse qu'on reçoit notre propre message inversé. Message qui sera ainsi notre propre style, mais aussi notre avenir. Voilà, donc je vous remercie et je passe la parole à Patrick Landman et donc par la suite, c'est M. Ibrahim Amouche, député de Moselle, qui va intervenir. Je vais cibler quelques questions qui
exposition se termine, nous avons assisté à une invisibilisation de la folie, invisibilisation de la souffrance psychique. Je reprends ce terme d'Alain Vanier, le terme d'invisibilisation. Bien sûr, on emploie le terme de psychophobie, on emploie le terme de déni, mais je trouve que ce terme d'invisibilisation est particulièrement pertinent. Cette invisibilisation a commencé et s'est accentuée à propos de l'autisme, évidemment, où il s'agissait d'invisibiliser la souffrance psychique, voire même les psychoses infantiles qui parfois étaient confondues avec les autismes. Et on peut comprendre qu'on veuille invisibiliser les folies quand il s'agit d'enfants, mais cette tendance a pris une ampleur telle que maintenant c'est un véritable, je dirais, raz-de-marée, et que le DSM, dans les versions, à partir de la version 3, puis après les autres, ont accentué dans le vocabulaire, puisque les psychoses infantiles ont disparu. Et on sait très bien qu'un jour ou l'autre, la schizophrénie va également disparaître. Et cette invisibilisation, elle est encore plus, je dirais, manifeste quand on parle de troubles neurodéveloppementaux. Bon, tout ça sera, je l'espère, abordé. Je n'insiste pas en 5 minutes, c'est trop compliqué. Mais je voulais quand même dire que j'appartiens à une génération, et un certain nombre d'entre vous qui sont de la même génération, où la folie n'avait pas si mauvaise presse. Évidemment, il y avait Foucault, il y avait Lacan, mais il y avait aussi, je dirais, tout ce que nous savions de Antonin Artaud, de Van Gogh, de Gérard de Nerval, de Rousseau, de Nietzsche, et puis même des mathématiciens comme Gödel, Cantor ou Thuringe. Bon, donc on n'était pas, je dirais, sur la même longueur d'onde, nous étions même passionnés par l'énigme de la folie. Alors, deuxième point qui est que du fait de l'avancée des neurosciences et des neurosciences cognitives et de l'imagerie cérébrale, on assiste à ce qu'on pourrait appeler une destruction des structures. Le raisonnement par structure est de plus en plus mis à mal, et alors qu'il fondait, je dirais, en partie la nosographie psychiatrique et surtout la nosographie sur laquelle s'appuyaient les psychanalystes, puisque le transfert est tout de même pas le même chez un psychotique, chez un pervers ou chez un névrosé, pour simplifier. Alors, la notion fondamentale qui permet la destruction des structures, c'est la notion de spectre. C'est-à-dire qu'on n'a plus le catégoriel, on a le dimensionnel. À partir du moment où on a le spectre, il suffit, effectivement, tout le monde peut entrer, on met le curseur plus ou moins et tout le monde est dans le même sac. C'est ce qui se passe pour beaucoup de choses, et en particulier pour les troubles neurodéveloppementaux et tout particulièrement pour l'autisme. Ce qui aboutit à cette destruction des catégories qui n'étaient pas nécessairement des catégories extraordinairement pertinentes, mais qui avaient quand même leur intérêt, fait qu'un certain nombre d'enfants psychotiques ou ex-psychotiques infantiles se retrouvent dans la catégorie des TDAH ou des troubles du spectre autistique. Alors, cette je dirais, invisibilisation justement des structures, évidemment, est fondée aussi sur le fait que génétiquement, on peut trouver des points de vulnérabilité, des points qui permettent éventuellement de prévoir ou d'essayer de prévoir des compensations psychotiques. Donc là, ce n'est pas tellement seulement les neurosciences, mais c'est également la génétique qui trouve là son compte dans l'affaire. Cette évolution n'est pas que négative, mais il faut la connaître, parce qu'elle est très importante, mais les structures gardent leur intérêt, en particulier pour ceux qui font une psychiatrie transférentielle fondée sur le transfert. L'autre point, et ça sera l'avant-dernier, ou presque le dernier pour ne pas prendre trop de temps, c'est ce que j'ai appelé après Bernard Audier le pouce à la science, pour reprendre l'expression de Lacan du pouce à la femme. C'est-à-dire que la psychiatrie biologique, je l'avais déjà dit, n'existe pas. Il existe pas encore peut-être, mais enfin en tout cas n'existe pas à nos jours, il existe une psychiatrie pharmacologique, et nous sommes dans l'ère préscientifique de la psychiatrie. Nous restons dans l'ère préscientifique. Et le savoir en psychiatrie est constitué de la coexistence de connaissances d'âges différents et difficiles à comparer, car leur orientation épistémologique et leur mode de production sont parfois si peu semblables qu'ils inhibent toute méthodologie pour les confronter. En fait que, du coup, toute classification, on en parlera, je pense, cet après-midi, ne peut être considérée comme entièrement supérieure à une autre. Et évidemment, celles qui font consensus actuellement, comme c'est essentiellement le DSM, ce n'est pas pour des raisons de validité
scientifique, mais c'est pour des raisons évidemment de bien d'autres choses qui feront que le consensus est élargi, et pas pour des raisons de validité scientifique. Alors, il y a quand même un problème sur lequel il faut continuer de se pencher, c'est que les psychoses, la folie, comme on dit, font quand même objection à un englobement par la psychopathologie, par la psychanalyse. Il y a des tentatives de longue date, à commencer par Freud évidemment, et même par Mélanie Klein, puis par Lacan. C'est des progrès, tout ça, mais ça reste. Il y a un reste. Il y a un reste qui fait obstacle, qui fait objection. Nous l'avons vu encore plus dans la question des autismes. Ce reste, que fait-on de ce reste ? Est-ce que l'on le naturalise ? Est-ce qu'on considère que c'est parce que c'est biologique que ça fait obstacle ? Ou est-ce qu'avec les notions, je dirais aménagées, mais les notions de réel de Lacan, de forclusion, est-ce qu'on arrive un peu plus à cerner ce reste, et faut-il le cerner complètement du point de vue, je dirais, psychopathologique ? C'est une question. Car si la folie n'est pas entièrement biologique, elle n'est peut-être pas entièrement psychologique, et il y a d'autres déterminants sur lesquels les anglo-saxons s'appuient énormément, qui sont les déterminants sociaux. Alors, je vais donc terminer là-dessus, et je vais passer la parole à M. Brahim Hamouche, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être parmi nous ce matin. M. Brahim Hamouche est député de la République, il est député de Moselle, et il a organisé à l'Assemblée nationale une journée très importante qui était sur la première, je dirais, mouture de la collection « Ce que les psychanalystes apportent ». C'était ce que les psychanalystes apportent à la société. C'était un moment très très fort. Donc je passe la parole tout de suite au député Brahim Hamouche. À toi, Brahim. Merci Patrick, merci à tous les organisateurs de ces 2 journées, d'avoir, en tout cas de m'avoir sollicité, et probablement témoignage d'une sollicitude, peut-être primaire ou je ne sais pas, mais je voulais effectivement vous dire quelques mots rapidement, à la lecture notamment du programme qui vous sera déroulé sur ces 2 jours, plusieurs éléments de réflexion que j'ai un peu à noter. D'abord, la question du dialogue. À partir du moment où vous mettez psychiatrie, psychologie clinique et psychanalyse, cela signifie en tous les cas que ces 3 disciplines sont bien différenciées, puisqu'on ne dialogue que dans la différenciation. En tous les cas, le dialogue est possible que lorsqu'il y a des éléments de différenciation. Je commence par cela parce que dans le grand public, ces 3 disciplines sont souvent confondues. Il y a une grande confusion, on le perçoit, moi-même étant, tu l'as rappelé, psychiatre, on me confond souvent avec la place du psychanalyste. Je dis toujours, je ne le suis pas, en tout cas, selon la formule consacrée, je ne suis que ce que je suis et pas forcément ce sur lequel on me projette. Donc cette question de la différenciation est fondamentale et je le reprendrai peut-être pour boucler mon propos tout à l'heure, mais elle est quand même très très importante. Et pourtant, ce sont des disciplines qui ont à faire ensemble. Elles sont certes différentes, mais la confusion n'est pas neutre non plus, puisque ce sont des disciplines que j'appellerais de carrefour. Ce sont des disciplines qui sont au carrefour, au croisement, à l'entrecroisement, voire parfois à l'entrechevêtrement de plusieurs choses. Croisement des origines, bien sûr, croisement des cultures, des pratiques, croisement des attentes sociales, voire sociétales, croisement des singularités et de l'universel. J'ai vu qu'il y a une dimension singulière et universelle qui sera abordée. Croisement de l'un et du multiple, ce n'est pas du plotin, mais on est quand même dans des réflexions philosophiques, donc croisement également de la philosophie, de la sociologie, des neurosciences, qui sont aujourd'hui la grosse part de marché, on va dire cela comme ça, dans une économie libérale. Croisement également de la vie et de la mort, d'une forme de narcissisme de vie et de narcissisme de mort.
croisement du normal et du pathologique. Donc tout ce qui a fondé finalement la valeur épistémologique, ou dire simplement, pour le dire en d'autres termes, la valeur fondamentale de toutes ces disciplines, bien évidemment, ne peuvent que résonner dans une société, en tous les cas, oui, une société, je dirais peut-être pas à bout de souffle, mais en grande difficulté de penser. Alors, en vous disant ça, je vous livre aussi ce qui me vient immédiatement à l'esprit. Bion qui parlait d'appareils psychiques, je crois que nous avons urgemment besoin, puisque les appareils politiques ne font plus fonction, c'est le politique qui vous le dit, et nous le voyons, nos démocraties en difficulté de ce point de vue-là, avec, bon, si je peux me permettre d'avoir une petite, je dirais, digression politique, mais puisque vous m'invitez en tant que politique, puisque je ne me permettrai pas d'interagir sur la question, sur les questions que vous allez débattre, mais en termes politiques, je crois qu'il est urgemment important de remettre du pensée et du sens et des repères. Troisième point, je voudrais dire aussi sur la question des classifications, puisque s'il y a dialogue, il y a forcément des classifications qui parfois peuvent être jumelles, parfois singulières, et de manière plus, je dirais, en termes de, pas de jouissance, mais d'intérêt, rebelle. Et je crois que ça fait du bien que des classifications, ou en tous les cas, que des disciplines soient rebelles, peut-être à la normalisation, à la standardisation globale, ou à la global standardization, que l'on veut nous imposer, notamment sous couvert statistique, puisque les critères aujourd'hui sont souvent statistiques avant d'être cliniques, malheureusement, et vous le savez lorsque vous aborderez la question des DSM. D'ailleurs, les pairs même du DSM aujourd'hui se remettent en cause même les classifications du DSM, alors qu'ils y ont participé. C'est peut-être la foi de l'utopie du départ qui se retrouve aujourd'hui plutôt dans une impasse. L'impasse, c'est laquelle? C'est celle du terrain clinique, tout simplement, puisque ce que je disais dans un article, en tout cas ce que j'avais écrit, en tant que psychiatre et clinicien, je n'ai jamais rencontré de patients qui répondaient réellement à ce qu'on retrouve dans les études statistiques. Bon, donc peut-être qu'il y a un mystère des études, mais en tous les cas, sur le terrain clinique, le sujet, vous terminez par cela, c'est un sujet parlant. Bien oui, il nous parle, et je crois il nous parle de nombreux sujets au pluriel. Et pour revenir à cette histoire de carrefour, c'est aussi du dedans et du dehors, de l'intérieur et de l'extérieur, que vous avez d'ailleurs symbolisé par, vous l'avez tous reconnu, hein, le ruban de Mébius, qui est symbolisé là-dessus. Ruban de Mébius, d'ailleurs, que Lacan, dont Lacan parle dans son séminaire sur l'angoisse. Alors c'est certain que si vous soumettez le commentaire de Lacan à des mathématiciens ou à des physiciens, il va trouver ça assez rudimentaire, de parler d'absence d'images spéculaires, mais on peut se permettre aussi le spéculatif à défaut du spéculaire. Continuité, normalité, rupture. Il y a aussi des phénomènes de rupture, en tous les cas d'effets de rupture, et nous le voyons bien, vous l'avez souligné dans votre propos, c'est la question de la marginalisation de disciplines des sciences humaines, ou voire de l'humain dans nos institutions. J'avais rédigé quelques rapports sur la maltraitance institutionnelle et la promotion de la bientraitance. Eh bien, effectivement, nous avons aussi, dans les prises en charge aujourd'hui, des interrogations, en tous les cas des réflexions à avoir de ce côté-là. Deuxième élément de mon propos, en lisant un petit peu le titre, je me suis arrêté sur « Entre ». Alors, je vous fais part de mes rêveries, hein, ce n'est pas forcément à prendre au premier degré, et c'est pas très sérieux ce que je vais vous raconter là, mais je le dis quand même, entre, je me suis dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai pensé au petit chaperon rouge.
Alors, je vous lis, hein, il faut faire preuve un peu d'autodérision. Pourquoi j'ai pensé au petit chaperon rouge? Parce que entre, je me l'ai imaginé comme entre le pylore et l'intestin grêle, donc la partie anatomique de l'estomac, où reposent les aliments qui sont en attente d'assimilation, hein, et puis de digestion, voire d'élimination. L'antre, pourquoi le petit chaperon rouge? Parce que je me suis dit finalement, est-ce que nous ne sommes pas, avec toutes ces disciplines de l'humain, en train d'être confrontés aux grandes angoisses, incarnées par le grand méchant loup? C'est une lecture bien évidemment totalement subjective et toute similitude avec des faits réels ne serait que fortuit, comme on dit dans les films. Bien que ça soit inspiré de faits réels, comme disent les Américains. Donc voilà. Donc de cet antre, eh bien, nous sommes, en tous les cas, quand je dis nous, parce que je m'inclus effectivement en tant que psychiatre, ayant moi-même été psychanalysé pendant quelques années, et ayant participé à des mémoires de psychologue, avec toutes les difficultés dans les champs interdisciplinaires pour accepter, là aussi, qu'un psychiatre accompagne un psychologue dans son mémoire. Bon, ça, ce sont des difficultés que vous rencontrez dans le terrain universitaire, mais vous les connaissez mieux que moi. Il y a ce petit chaperon rouge qui finalement décide de découvrir le monde avant d'aller sauver la grand-mère, ou en tout cas d'apporter le remède à la grand-mère, et donc découvre, emprunte le chemin le plus tortueux, le plus long. Et bien évidemment, le grand méchant loup va avaler et dévorer la grand-mère, pardon, mais la maman, c'est aussi, je dirais, une forme de lapsus révélateur de la confusion et de la fusion qu'il y a dans les personnages de ce conte entre la maman et le petit chaperon rouge, la grand-mère et la petite fille et le loup qui dévore. Alors, suspense, je vous laisserai faire la fin selon vos propres pulsion, on va dire cela comme ça, soit la fin selon Grimm, le petit chaperon rouge se fait dévorer par le loup et il y a un chasseur qui vient les libérer, un tiers séparateur, peut-être ce tiers, je ne sais pas si c'est le politique ou si c'est quelqu'un d'autre, ou la version de Charles Perrault, notre version française, où le loup, non seulement joyeux de dévorer la petite fille, fait manger à la petite fille, avant de la dévorer, des morceaux de sa grand-mère. Donc, finalement, la division de grandes disciplines peut participer aussi à la disparition de manière un peu anthropophagique ou cannibalique. Voilà un petit peu ce que ça m'a fait penser, le terme de antre. Et puis, je voudrais terminer mon propos. J'ai relu pour vous et je vous en remercie parce que c'est aussi des moments de ces colloques de s'arrêter et de relire peut-être des textes qui peuvent parfois ne pas du tout marquer, mais qui peuvent marquer l'intérieur d'une personne. Le grand auteur qui a connu de grands auteurs lui-même, Stefan Zweig. Donc c'est un petit texte qui a été publié en 1925 dans un journal berlinois, la Bourse de Berlin, le courrier de la Bourse de Berlin. 1925, alors je dis toujours parce que je crois que c'est important de contextualiser les choses, toujours. Il faut toujours contextualiser les choses, c'est d'ailleurs le rôle peut-être du politique, de contextualiser les choses avant de se précipiter dans des lois ou dans des réformes. 1925, c'est à peu près, on va dire, un peu moins de 10 ans après la Première Guerre mondiale, qui a vu l'écroulement de la civilisation européenne, quoi qu'on en dise, mais maintenant les historiens en sont d'accord, et qui a vu l'arrivée au pouvoir de Mussolini en 1922, et qui voit aussi ce qui se passe à Berlin et ce qui se passe en Allemagne, donc un peu moins de 10 ans avant l'arrivée du nazisme en Allemagne. Donc c'est un texte qui est à l'antre, dans la charnière d'une époque. Et peut-être que plutôt que l'hégémonie, je crois que c'est une bénédiction d'être à la charnière d'une époque, plutôt que d'être hégémonique. Je le dis d'autant plus simplement que moi-même étant membre d'un petit parti politique, et je trouve que c'est bien d'être dans un petit parti plutôt que d'être dans une grande école.
Eh bien, que ce que nous dit Stefan Zweig, et je terminerai mon propos en lui laissant la parole, eh bien, il dit Eros. Eros joue encore son jeu, perpétuellement varié. L'art survit dans l'invention d'êtres continuellement pluriels. La musique jaillit de sources sonores de plus en plus hétéroclites, provenant de personnes ouvertes d'esprit, et d'innombrables phénomènes et chocs émanent encore des livres et des images. Si tout ce qu'on appelle notre culture, avec un mot regrettable et artificiel, devient de plus en plus morcelé et désillusionné, entre guillemets le bien premier de l'humanité, comme Émile Lucas désigne les éléments de l'esprit et de la nature dans son merveilleux livre, ne peut être monnayable auprès des masses, tant il gît au plus profond des puits de l'esprit, dans les galeries souterraines des sentiments, il se tient trop loin des rues, trop loin du confort. Ici, dans l'élément éternellement transformé et toujours prompt au renouvellement, une infinie variété attend les volontaires. Voici notre atelier, notre monde à nous, qui ne sera jamais monotone. Je vous remercie de mettre de la couleur dans notre société.